Taxi FM 93.1 FM. Lomé Togo, abonne-toi à Radio Taxi FM TG sur YouTube. Like, commente et partage ton programme préféré diffusé sur la géniale des radios Taxi FM. Taxi FM sur YouTube, Radio Taxi FM TG. Les programmes de la géniale des radios de ta capitale en boucle. La gare routière de l'information Saint-Émile-Gator. La gare routière de l'information. Très heureux de vous retrouver. Avec toutes ces équipes se retrouvent en plateau. Je poserai la question à mes confrères en studio. Décryptage, analyse. Ça va être pire demain. Débat. L'ascension est méritée. Ce qui reste pour un pays, pour un peuple, c'est son histoire. Sont au rendez-vous de l'actualité de la cité. La gare routière de l'information, c'est du lundi au vendredi de 11h à 12h30. À très bientôt, au revoir. Taxi FM, votre radio d'opinion. Émission politique, sportive et culturelle, en direct. Mesdames, Messieurs, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous avoir encore avec nous ce matin ou cette fin de matinée si vous voulez, puisqu'il est 11h06 ici dans tous nos studios. Nous sommes à la gare routière de l'information avec nos confrères où ensemble, nous allons analyser pas mal de sujets. Nous reviendrons sur la problématique des accidents de la route. Le gouvernement, c'est le vrai accusé ou pas? Ou c'est les citoyens qui sont les problèmes? On va analyser ça avec les confrères qui sont en studio avec moi. L'Assemblée nationale a un nouveau bureau. C'est le premier de cette 5e République. Quel est le projet de Faure Gnassingbé avec une assemblée et plusieurs vice-présidences et tout le reste? Quelle analyse peut-on faire aujourd'hui de ce bureau 100% unir de l'Assemblée nationale? Eh bien, on va en parler. Et puis, on reviendra sur le sommet Corée-Afrique et sur les récentes déclarations du président de la République sur la jeunesse africaine ou de la sous-région africaine, Afrique de l'Ouest pour être clair. Et puis, on va dévier sur la jeunesse togolaise et poser des questions claires ce matin. Avec Gérard Ouessan, Eloma Tisogbe et Sylvestre Béni, nous sommes ensemble jusqu'à 12h30 sur la radio Taxi FM Lomé.
d'infos et de sport. Merci pour votre fidélité à la radio. Génial Taxi FM à Lomé. On va amener plusieurs sujets donc sont dans le débat. On va les évoquer les uns après les autres. Et puis vous aussi vous avez la possibilité de participer donc à cette émission en nous envoyant au fur et à mesure que nous égrenerons donc les sujets. Vous nous enverrez donc vos messages SMS ou messages WhatsApp sur ce numéro que vous allez bien noter, le 93 94 96 64. C'est le seul numéro sur lequel vous pouvez nous envoyer vos messages SMS ou messages WhatsApp tout au long de ce programme. Alors, ceux qui souhaiteraient donc nous rejoindre en direct dans l'émission en appelant sur le fixe, le GSM, c'est sur le 92 60 81 81. Mais vous allez espérer jusqu'à 12h20 avant de composer donc ce numéro avec mes confrères en studio. Bonjour Gérard Roussan, tout va bien? Bonjour Eric, tu vas bien? Super. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je voulais juste savoir si tout va bien. Que tu vas mal? Non, tu vas bien. Super. Ce serait un crime contre la nature de dire que ça va pas. Parce que tant qu'on est debout, tant qu'il y a la santé, moi je crois qu'il faut s'en réjouir, quoi. Super. C'est très important. Merci d'être là. Bonjour Sylvestre. Oui, bonjour Eric, bon Togolais, je vais bien. C'est important. C'est important que vous vous portez bien aussi. Oui, si. Même s'il est sous-solom. D'accord, très bien. Alors, et l'homme rentre en fracas. Bonjour Elom Matisogwe. Bonjour Eric et bonjour à tous les auditeurs et à toutes les auditrices. Bonjour chers confrères. Merci d'être avec nous en studio. On va d'abord commencer par les accidents de la route. Et c'est pas une nouveauté, c'est pas un scoop que de dire encore aujourd'hui que les routes togolaises tuent. Et ça tue gravement. Et il y a encore un sujet qui nous oblige à revenir sur cette problématique-là des accidents. C'est ce qui s'est passé à l'entrée sud de la ville de Tekwame vendredi dernier, où des citoyens togolais ont perdu donc la vie. Alors, le communiqué du gouvernement fait état le jour-là de 9 morts, avec des cas graves quand même, c'est parce qu'il y en a aujourd'hui, 9 morts, et plusieurs blessés. On dénombre une quinzaine de personnes dans un bus de 15 places. Vous comprenez quand même qu'il y a plus de personnes que de places disponibles dans le bus. Et oui, on pourra l'évoquer, ce sont des éléments qui vont rentrer donc dans la ligne de compte au niveau des analyses. Mais déjà, Elom, jusqu'à quand ça va durer ça? Déjà, toutes mes condoléances aux familles éplorées et prompt guérison aux blessés, parce qu'il y a quand même de blessés graves dans cet accident. Les images sont choquantes. Vous avez peut-être dans les images les deux voitures en collision. Oui. Une voiture dont la tête ne se fait même pas voir, c'est-à-dire on voit juste la queue. Et c'est affreux comme image. Maintenant, au niveau des responsabilités, c'est vrai que les responsabilités aujourd'hui sont partagées. Vous êtes un chauffeur, vous avez un véhicule de 15 places, vous ne pouvez pas charger 22 personnes. C'est-à-dire réglementairement, il y a un problème. Maintenant, à part les 22 personnes, vous avez encore des charges en haut. Oui, c'est-à-dire que vous avez toutes les personnes avec leurs marchandises et tout, qui sont stockées sur le véhicule. Donc, tout le monde connaît les petites voitures de 15 places qu'on appelle communément Baka en Côte d'Ivoire. Si. Donc, 15 places, 22 personnes à bord. Déjà, il y a une infraction. Alors, il faut préciser qu'à l'heure de l'accident, puisque le ministère de la Sécurité nous a dit que l'accident est intervenu aux alentours de 14h30. Et qu'en principe, ce minibus-là devrait en réalité passer parce que la police est encore sur la route là. Oui. Ça veut dire qu'ils ont déjà passé ce poste de péage là. Oui. Poste de police. Oui. Okay. C'est pourquoi je dis que les responsabilités sont partagées. À la fois par le chauffeur qui, au lieu de 15 personnes, autorise 22 personnes à bord de son véhicule, à la fois par la DSR qui fait tous les contrôles sur la route. Vous avez un véhicule comme ça, et c'est pas le seul véhicule, hein, vous avez ces genres de trucs chaque jour sur les routes, où vous avez un véhicule de 5 places, il y a 7 personnes à bord, 8 personnes à bord, et vous avez 4 personnes devant, 4 personnes derrière. Et pour un véhicule de 5 places, ce qui est incompréhensible, il y a même des gens qui sont dans le capot des fois. Oui. C'est-à-dire qu'ils sont à l'arrière du véhicule. Oui. Et tout ça aux yeux de la police, de la division sécurité routière, qui doit faire son contrôle de façon stricte. Quand vous avez un véhicule de 15 places avec 22 personnes à bord, mais vous trouvez les véhicules, l'état dans lequel vous trouvez le véhicule et tout, vous faites votre contrôle, vous n'autorisez plus le véhicule à poursuivre le voyage. Si le véhicule
ne décharge pas le trop-plein. Parce que c'est 15 personnes. Vous savez, quand on prend par exemple un vol, l'avion, si c'est 10 places, Vous avez 10 places. c'est 10 places. L'avion ne fait pas de surcharge. Vous ne pouvez pas aller à 15, par exemple. Il faut préciser où, hein, en RDC, vous voyez ces avions bondés là. Oui, Ça, mais ce sont des cercueils volants. Au Nigeria. Ce sont des cercueils volants. Ça, par exemple, quand vous avez un commandant sérieux, commandant de bord sérieux, On parle des choses bonnes. le manifeste vous dit que vous ne pouvez pas charger 10 personnes, vous ne pouvez pas prendre 10 personnes à bord. Que de pas disponible. Et voilà, que de places disponibles. Même les jets privés aujourd'hui, le commandant, quand vous louez un jet privé, par exemple, quand vous avez 5 places à bord, vous ne pouvez pas prendre 10. Parce qu'il n'y a pas 2 places pour... Enfin, la ceinture par personne, on ne peut pas partager la ceinture par personne. Donc, si, par exemple, l'avion décolle, le trop-plein, bon, ils vont porter quelle ceinture? Très bien, allez-y. Si vous finissez, précisez dans certains pays. Parce que tout ce que vous dites là, ailleurs, c'est autorisé. Bon. En RDC, vous voyez des gens debout, comme dans le métro, dans un avion, hein, parce qu'ils n'ont pas assez de routes. C'est le climat équatorial. Oui. Et donc, le trafic aérien, c'est comme des taxis brousses, quoi. Et évidemment. Bon, dans des pays, dans des circonstances normales, c'est ce que je dis, dans des circonstances normales. Donc, par exemple, pour une voiture, le fabricant, lui, là, fait 15 places. Les gens remorquent 22. Maintenant, la division sécurité routière, qui doit faire le contrôle, qui également faillit. Parce que sur la route, on constate des cas de corruption, des pots de vin, et vous avez des véhicules qui présentent des plans inclinés, qui circulent de Lomé à Saint-Cassé. Bon, la DSR ne dit absolument rien. Quand vous prenez, par exemple, au niveau de l'État, cette route-là, on a toujours dit. Et la dernière fois qu'il y a eu le séminaire sur le règlement 14 de l'UEMOA. Ah oui, si c'est à Sarakawa, je crois. Ce sujet est revenu. Le dédoublement de la voie de la route nationale numéro 1, Lomé-Saint-Cassé, c'est plus que prioritaire aujourd'hui. On ne peut plus continuer à compter les morts. Chaque fois, chaque année, il y a des cas graves d'accidents qui se produisent. Et on est là à parler de ça tout le temps, à déplorer les morts, à présenter nos condoléances aux familles éplorées, à croire qu'on n'a pas encore fini de rédiger des communiqués de compassion. Chaque année, on doit rédiger des communiqués de compassion. On a peut-être des modèles tout faits, où on remplace juste les causes et à la fin, mais chaque année, on doit le faire. Mais il n'y a jamais un forum, une table ronde, une initiative de réflexion sur le dédoublement de la route nationale numéro 1. Mais pourquoi? On doit continuer. Mais beaucoup de personnes font cette route-là, les allers-retours sur cette route tout le temps. Même les agents du gouvernement, les membres du gouvernement. Mais ils font des allers-retours sur cette route tout le temps. Ce qui a obligé, les accidents ont obligé des compagnies à proposer Lomé-Kara à des gens qui peuvent véritablement, qui ont les moyens. C'est pas donné à tout le monde. Mais c'est pas donné à tout le monde parce que ça fait quand même 281 000, un peu plus de 200 000. Ça fait le billet Lomé-Côte d'Ivoire, avec Air Côte d'Ivoire. Donc si vous voulez faire Lomé-Kara à 250 000, bon, autant prendre Lomé. Vous avez le prochain billet pour la Côte d'Ivoire. Donc, mais si vous allez à Dapan, vous descendez à Niamtougou, vous reprenez la route. Donc, c'est la même chose. Mais il faut que l'État pense au dédoublement de cette voie. Il faut un grand projet pour faire un dédoublement de la voie. C'est important parce qu'on ne peut plus continuer à compter les morts. C'est vrai qu'aujourd'hui, on doit appeler à la prudence des usagers. Tout le monde, en tant que citoyen, doit pouvoir respecter le code et toutes les signalisations possibles sur la route, horizontale comme verticale. Mais à des moments donnés de la voie, vous avez vu, quand vous prenez à partir d'Atapamé jusqu'à Sokodé, la route est bonne. D'accord? Vous avez une route qui est bien faite, etc. Mais, encore une fois, c'est pas prudent parce que vous avez une seule route et vous avez juste 2 couloirs, l'aller et le retour. Mais si on a un dédoublement bien fait pour une route qui relie le sud au nord, je crois quand même que ce serait mieux. Vous avez vu comment on a fait Lomé-Anéro? Oui. On peut faire la même chose pour Lomé-Saint-Cassé. Lomé-Anéro, c'était sur financement de la BOAD, je crois, ou de la BAD, je crois. Mais on peut faire la même chose pour Lomé-Saint-Cassé. Lomé-Anéro, aujourd'hui, vous avez une route dédoublée, vous avez moins d'accidents. Oui. Vous avez moins d'accidents. Aujourd'hui, on ne peut plus faire cette route. Avant, avec tout ce qu'il y avait comme Lomé-Cotonou et tout ça, mais il y avait beaucoup d'accidents. Mais aujourd'hui, les risques d'accidents sont limités. Il n'y a plus même ces choses, on dit que bon, sur la route Lomé-Anéro, il y a eu tel mort, tel nombre de morts, tout ça. On ne déplore plus ça, par la grâce de Dieu. Parce qu'on a une route qui est dédoublée. Et ceux qui viennent de Cotonou passent
sur leur voie. Ceux qui vont à Nehowa, Cotonou passent également sur la leur. Maintenant, pourquoi ne pas faire la même chose pour Lomé 5AC? C'est combien de milliards qu'on ne peut pas aller mobiliser, qu'on ne peut pas aller chercher? Lomé 5AC, il y a urgence. Il faut dédoubler cette voie. Très bien. Alors, le problème est sur le tapis et ces communiqués qui font des décombres macabres, on en a assez quand même, hein, Sylvestre. Pourquoi est-ce que depuis lors, puisque tout le monde en parle, je crois le gouvernement plusieurs fois aussi a évoqué ce sujet, mais pourquoi est-ce qu'on ne trouve pas de solutions réelles? Oui, c'est la question que nous devons nous poser. Parce que j'ai écouté des compatriotes ce week-end qui ont dit, cette affaire-là, désormais, il faut dire que c'est le gouvernement qui est responsable. Parce que c'est lui qui doit nous protéger. Oui, le gouvernement donc a l'obligation de nous protéger, même si vous prenez la Constitution togolaise, l'article 1 le dit clairement. Mais vous savez, j'ai l'impression que nous ne sommes pas sortis de l'auberge et puis bon, peut-être que nous sommes abonnés à compter les morts, ça ne dit presque rien à personne. La dernière fois, le ministre a sorti un communiqué, oui, il y a 9 morts, 14 blessés, tout ça, patatri, et puis bon, basta. Peut-être on attend encore le prochain drame pour nous sortir encore un communiqué. Vous savez, lorsque le gouvernement qui évacue maintenant les affaires courantes avec le gouvernement donc de Mme Sidemero Tomiga Dugbe est arrivé, on nous a dit qu'il y aura donc un dédoublement de cette voie-là, oui. Et même déjà baptisé l'autoroute de l'unité. Oui, si. C'est ce qu'elle nous Sauf a dit. que, mais j'ai fait quelques recherches ce matin, visiblement, celui qui devait faire le travail, je pense qu'il est reparti là. Je crois mais nous avons quand même pris soin donc de bâtir l'autoroute qui n'existe pas, l'autoroute de l'unité. Voyez-vous, donc la voie a tellement tué les Togolais, tellement, il y a eu tellement donc de drames et tout ça sur cette voie. Mais bon, depuis la personne, on promet, c'est-à-dire que nous ne sommes que dans la politique des grandes annonces, telle que je le disais, la politique des grandes annonces, on annonce et après basta. Et rien n'est fait. Maintenant, en ce qui concerne donc le chauffeur en soi, oui, un véhicule de 15 places, tu en prends 22. Il y a plusieurs checkpoints de Lomé à Bonou. Au moins, on peut avoir au moins jusqu'à 4 ou 5 DSR. Même il y a ceux qui sont même ambulants. Vous les voyez à 14h, à 17h, vous les voyez à un autre checkpoint. Ils sont là. Mais pourquoi ces personnes donc n'a pu verbaliser ce chauffeur-là? Mais bon, il a fait de Lomé. Mais bon, il a parcouru toute cette distance-là avec 22 personnes à bord. Avec 22 personnes à bord, personne ne lui dit rien. Et je ne vais pas être un oiseau de mauvaise augure ce matin. Prenez votre langage. Oui, mais il faut le dire, quoi. Il faut être en alerte sur certaines choses. Je touche du bois. Restez un peu à Tikoumé. Et à 16h ou 17h, lorsque vous voyez le bus de Sotra qui transporte les étudiants de l'université de Lomé. Il y a eu déjà un drame là. Ah oui. Oui, si vous vous rappelez, c'est-à-dire que je touche du bois, je le dis, mais lorsque on aura un accident avec ce véhicule de Sotral, on pourrait en perdre jusqu'à une trentaine. Parce que vous voyez même certaines filles qui sont accrochées au siège, c'est trop plein. Mais bon, ça ne dit rien à personne. Et ça, c'est la voiture du gouvernement. La voiture du gouvernement, Sotral. Les bus Sotral. Lomé et du moins ça. Et Atikoumé, et Zanguera, et Atikoumé, Agoué et tout ça. Allez juste voir ces bus de Sotral qui transportent les étudiants. Mais ça ne dit rien à personne aujourd'hui. Ça ne dit pratiquement rien à personne. Les policiers même sont là au niveau donc des feux tricolores en train donc d'ouvrir la voie et tout ça. Bon, il passe, personne ne dit mot. Mais demain, lorsqu'il y aura drame, imaginez combien donc de relèves de demain. Non, alors, c'est-à-dire que dans cette affaire-là aujourd'hui, l'accident de Atapamé, oui. Si on veut, et c'est normal d'ailleurs, de dire que le chauffeur est en tort parce que pour une voiture de 15 places, il en prend 22. 7 de plus. Vous voulez dire que le gouvernement lui-même il fait ça tous les jours? Oui, c'est ce que je dis, puisque le bus Sotral, c'est pour qui? Bon, c'est pas quand même pour mon papa. Hein. Ah oui, bon, enfin, c'est pour tous le Togo. Oui, c'est le gouvernement. Mais on laisse faire, c'est-à-dire que ce bus-là va sur la Francis, va à l'université, et les étudiants sont là, et puis ils rentrent, ils font le trop-plein. Ils font le trop-plein, et puis bon, on démarre, et puis bon, on ouvre la police universitaire est là, on ouvre les portes, et puis bon, on va, basta quoi. À nous aller. Ça ne dit rien à personne. Vous voyez, donc c'est pourquoi, à un moment donné, il faudrait que nous apprenions à mieux faire les choses.
Il faudrait que nous appelions la DSR. C'est vrai que ce malheureux donc chauffeur, il pourrait peut-être donner 2000 et 6000 francs là et tout ça. Il passera quand même. Oui, il passera. Et il est passé. Et de Lomé, il a fait le trajet Lomé à Tapamé. Il va continuer jusqu'à aller donc peut-être à Dapaon. Bon, il va donner peut-être 1000 francs ou 2000 sur la voie. Voilà que malheureusement il s'est arrêté à Agbonou. Et puis même à Agbonou, lorsque vous prenez même ce carrefour là, je me dis, lorsque vous arrivez à Agbonou, il y a presque une dizaine de policiers qui sont là. À Agbonou, il y a plus de dizaines de policiers qui sont souvent là au niveau donc du feu tricolore. Mais je vous dis que ce feu là va passer personne. Maintenant qu'il y a sinistre, bon voilà quoi, on compte les morts. Et sachant mieux faire les choses. Et puis, je reviens peut-être que je suis pas là. La route Lomé-Kara a tellement tué les Togolais. Quand je pense, j'ai encore l'image donc de ces humoristes là qui revenaient. Oui. Donc les follow. Oui. Et bientôt en juillet, les Evala. En juillet. Et généralement, c'est ces périodes là où il y a tellement de l'euphorie, il y a tellement donc de densité sur la voie et tout. Alors, il y a un auditeur qui nous dit il faut juste avoir des trains voyageurs pour réduire les accidents, sauf que les gouvernants au Togo n'aiment pas le progrès, c'est ce que lui pense, c'est ce qu'il a dit. Un autre auditeur qui nous dit ceci. Alors, moi je suis d'Atapamé et le dédoublement de cette voie est sur papier depuis, mais sur le terrain, c'est du fiasco. De Talo jusqu'à l'hôtel sahélien, la voie est trop exiguë et c'est sur cette route que passent les gros camions, les bus et tout. Et en réalité, ce n'est pas seulement une affaire de surcharge, mais aussi de l'étroitesse donc de la voie. On reviendra précisément sur le cas de la voie. Un autre auditeur qui nous dit ceci, ça va être comme ça jusqu'au jour où la DSR va commencer par respecter les consignes sur les routes et non prendre de l'argent. Le jour où la liberté sera de mise, le jour où l'État va nous faire de bonnes routes, bref, le jour où on aura vrai état de droit, c'est ce que dit cet auditeur. Un autre qui nous dit les accidents, c'est la faute aux hommes en tenue. Ils ne font pas de contrôle rigoureux parce que quand vous demandez aux chauffeurs, ils disent qu'ils doivent payer sur la route, que même si tu es à jour avec tes papiers, tu dois encore donner quelque chose aux hommes en tenue. Et quand ils ont décidé de lutter contre la contrebande de l'essence frelatée, ils ont créé l'opération Entonnoir. Pourquoi ne veut-il pas créer une opération pour arrêter les raquettes sur la route? Si le chauffeur ou les chauffeurs sont inconscients, du moins chez les hommes en tenue, c'est la rigueur et c'est la loi. Et on peut comprendre cet auditeur. Celui qui dit la rigueur et la loi, je crois qu'il a raison, parce qu'on peut avoir des trains, hein, même des TGV, le mot c'est cassé. Mais si on doit prendre 10, il peut prendre 100. Il y a Sotral, le cas du Sotral. Le Sotral. Donc, c'est pas une question donc, de train, c'est une question donc, de responsabilité, de rigueur de la loi. Bien sûr. C'est ce que l'a dit l'auditeur. Oui, Gérard, quel commentaire vous faites de cette affaire-là, finalement? Bon, d'abord, permettez-moi de saluer celui qui dit qu'il a d'Atapamé. Moi, tu as Odifa. Vous aussi, vous êtes de la localité. Bien sûr. Qui est né à Atapamé. Ça, vous ne savez pas que ça savez ça. Mais c'est pas... tu n'as que quelques mots là. C'est un dialecte de l'allemand. Non, je le parle. Bon, moi je crois que le vrai problème, c'est un problème des normes. Quand Sylvestre parlait tout à l'heure de ce train qui est surchargé, je me transporte ailleurs. Quand vous allez dans d'autres pays, dans des pays développés, vous voyez aussi des bus parfois avec des positions, enfin des gens qui sont debout. Et qui tiennent les sangles là, ils tiennent les barres. C'est fait pour ça. C'est fait pour ça. Donc, on ne vous dira jamais que le métro est trop rempli. Hein. C'est-à-dire que vous n'êtes pas rentré tôt et le métro peut partir. Mais quand on dit qu'il n'y a plus de place, sortez, il n'y a même personne pour le dire. Donc maintenant, quelles sont les normes? À partir de quel nombre on peut dire que un véhicule de transport public est surchargé? Là, j'avoue que vraiment, je n'ai pas l'information. C'est ça le drame au Togo aussi. Les normes, on ne les connaît pas. Les lois, on ne les connaît pas. Et donc, chacun se permet de faire ce qu'il veut. Non, mais Gérard, il y a combien de places dans un véhicule? 5 places, 5 La places. grise,
Non, moi je parle du transport public. Ah, ok. Vous allez dans le métro de Paris, on vous dira jamais que c'est trop rempli, sortez monsieur. Il n'y a personne pour le dire. Oui. Donc les gens rentrent. Maintenant, à quel moment on peut dire qu'un véhicule de transport public est surchargé? C'est là où moi je parle de qu'on nous fasse connaître les normes. Et le Togolais, même nous les journalistes, on ne se demande jamais quelles sont les normes. C'est ça aussi le petit problème du Togo qui permet aux autorités de surfer, en fait. Non, c'est moi aussi à partir du moment où les 5 places sont là et qu'on prend 6 personnes. Non, c'est pour ça que je vous dis, vous allez à Berlin, à Paris, tout, vous voyez des gens qui sont debout dans le métro, dans les bus et tout. Et on ne dit pas que c'est surchargé. Et à partir de quel moment c'est surchargé? Voilà ma question. Bon, d'abord, c'est un peu ça. Bon, maintenant, pour parler des checkpoints, moi, je ne pense pas que de Lomé à Tapamé, il y a 10 checkpoints. Moi, je fais le trajet, je ne vois pas de checkpoint. C'est rare. La DSR, là, vous voyez les policiers, là, de temps en temps. Mais en général, vous pouvez quitter Lomé et aller là-bas. Vous voyez seulement les barrages des militaires, en fait. C'est pour des raisons de sécurité. Et vous l'appelez comment? Des barres, c'est les checkpoints. Oui, et non, les checkpoints pour la sécurité du véhicule, non. Des checkpoints, par exemple, quand on va signaler, voilà, il y a des terroristes, on vous ferme les barrages là, vous ne pouvez pas passer. Ils sont là pour ça. Quand vous voyez les pneus là qu'on met pour que vous soyez obligé de slalomer, ce n'est pas du tout pour voir quel véhicule est surchargé. C'est pour servir de ralentisseur, en fait. Quand vous êtes un brigand, vous êtes quelque chose, on vous ferme les trucs là, vous êtes obligé de ralentir et puis on va vous canarder là-bas. C'est fait pour ça, c'est pas pour contrôler quoi que ce soit. Donc ça, c'est concernant les checkpoints. Bon, maintenant, est-ce que le problème là concerne seulement la nationale numéro 1? Regardez combien de personnes sont mortes sur la voie Lomé-Palimé, sincèrement. C'est là où moi je me suis cassé la figure, il y a 3 ans, 4 ans. Carrément. C'est la même chose, c'est le même problème. Quand vous prenez la voie dont parle Elon, pour le moment, il n'y a pas grand-chose, mais est-ce que vous êtes sûr que ça va durer? La façon dont les gens roulent, ceux qui viennent du Nigeria, du Bénin, la façon dont ils roulent. Et dès que vous franchissez la frontière, vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de dos d'âne. Sur le territoire béninois, ils ont pris soin de mettre des dos d'âne jusqu'à Grandier, tout ça là. Ils ralentissent la circulation. Mais au Togo, vous allez remarquer que rien ne se fait. Moi, il y a 6 jours, j'ai vu un accident sur le contournement à Agouela. C'est terrible. C'est terrible. 2 titans qui se sont rentrés dedans. J'ai vu des images sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai vu ça. Je voulais filmer. Le policier m'a dit de circuler, de passer, qu'il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à filmer. Et ça, c'est en pleine ville de Lomé. Donc, le phénomène est généralisé. On ne peut pas dire que c'est seulement la nationale numéro 1. Si on se cantonne sur la nationale numéro 1, on risque de se tromper sur la problématique. Qui fait le plus de victimes. Il faut voir les statistiques. Il y a des Émidjaman que moi je vois qui font des accidents à Lomé sur la voie de Kégué la dernière fois. Bon, ça fait quand même 5 mois. Il se rendait, il se relève. Non. Mais les victimes, les morts. Le monsieur il est allé avec un tricycle directement dans une rigole. Mais il fallait voir comment l'os de le rotule est sorti. Le genou. L'os était visible. Comment je sortais? Mais cette affaire de tricycle, c'est un autre débat. Oui, donc c'est pour dire. On peut refaire ce débat. Moi, c'est pour dire. Ils sont indisciplinés. C'est des indisciplinés. Non, laissez-moi en venir à ce que je vais dire. C'est pour dire que les accidents sont généralisés. Pour quelle cause? Parce que d'abord, on ne sensibilise pas. On ne contrôle absolument rien. Et les gens ne connaissent pas le code de la route. Et qu'est-ce que ça coûte au gouvernement de limiter la vitesse et de le faire respecter réellement? En agglomération, tout le monde sait que la vitesse, c'est à 40 à l'heure. En agglomération. Vous imaginez un véhicule à 40 à l'heure, quel dégât il peut faire? Pas grand-chose. Mais par contre, quand il peut rouler à 70 à l'heure, vous voyez des gens bien respectables dans une grosse cylindrée. Vous roulez à 50 à l'heure, vous klaxonnez, dites, mais foutez le camp, vous ne pouvez pas rouler plus vite. Ignorant que vous ne faites que respecter la loi. En agglomération, moi je roule à 50 à l'heure, 40 à l'heure, 50 à l'heure, je sais déjà que je suis en infraction. Mais quelqu'un qui roule à 70 km à l'heure, c'est un assassin. Vous faites ça ailleurs, on va vous sortir des points de votre permis, tout simplement. Bon, sauf qu'ici, on n'a pas de points, il faut le permis. Voilà. Donc, ce qui fait que chez les uns, il n'y a pas beaucoup d'accidents. Chez nous, il y en a beaucoup. Mais c'est parce qu'on a permis aux gens de créer des accidents. C'est ça la réalité du problème. C'est pas telle route a fait ceci, tel policier a fait ceci. Non. C'est que le système est que on vous dit, allez-y, vous pouvez créer des accidents. C'est votre vie, c'est la vie des autres. Vous pouvez vous amuser avec. C'est le signal clair qu'on nous envoie.
tout moment. Mais quand moi je vais quitter ici et rouler à 80 à l'heure, sauf qu'il y a des gens pour nous protéger. Oui, mais voilà. En fait, qui sont censés nous protéger. Oui, mais protéger quelqu'un, vous savez, c'est très relatif. Hein. Quand vous protégez votre enfant, vous ne le protégez pas contre tout. C'est que vous avez une marge. Jusqu'il joue avec le feu, d'accord, je le surveille. À un moment donné, je l'arrête. Donc, nous, la marge qu'on nous a donnée, c'est que la marge, elle est très large. Vous pouvez rouler à 100 à l'heure en pleine agglomération. C'est la marge qu'on nous a donnée. Et ce fait que cette marge-là qu'on nous a donnée, nous tue. Alors, il faut réduire la marge-là et respecter certaines choses. Les gens le font déjà au Ghana, au Bénin, en Côte d'Ivoire, avec les radars. Hein. On flash les gens et tout ça, c'est respecté. Mais pourquoi au Togo, on refuse qu'on le fasse? Moi, c'est ça. Je pense que la question du radar est en expérimentation parce qu'il y a des points à Lomé aujourd'hui où on flash les gens qui violent les feux tricolores et ils sont appelés donc au niveau de la, je crois, brigade motorisée ou DSC, c'est pas trop, pour payer les contraventions. Alors, il y a un auditeur qui me dit, excusez-moi, l'accident, c'est sur la route que tout le monde regarde. Il y a aussi au port autonome de Lomé où les cargaisons tombent sur un docker et le tuent sur champ dans le bateau. C'est dans la semaine. Oui, c'est vrai que ça a provoqué une situation très fréquent. Faut-il un mouvement d'humeur durant toute la semaine? Et ce matin, ce sont les policiers qu'on a mis là-bas au service de la main d'œuvre. Bon, d'accord, ça c'est un autre dossier sur lequel on pourra revenir un peu plus tard. Un autre auditeur qui nous dit: le surcharge est un fait, mais si vous voulez avoir une place seule dans un transport en commun, des fois, il vous faut payer au-delà du prix exact, voire le double. Et ça encore, si le chauffeur est conscient. J'ai fait Lomé-Palimé récemment, on était au début 5 dans la voiture au départ, mais arrivé à Lomé, on a fini à 8. Le chauffeur était assis sur un passager avant de conduire. On a dépassé tous les checkpoints. On se plaignait, mais rien n'était fait. Ça veut dire que c'est un vrai problème, Sylvestre. Oui, c'est un vrai problème. J'allais aussi à Palimé, on était avec un confrère. Et au début, on a pris donc le véhicule à Tikoumé. Et puis bon, voilà quoi. Le monsieur nous dit que bon, j'étais devant, il nous dit que bon, il faudrait que quelqu'un d'autre aussi s'asseye à côté de moi. J'ai dit non, on peut pas. Il dit non, dans ce cas, vous pouvez descendre et chercher un autre véhicule. Oh, il se fait déjà tard. Là, j'étais obligé de payer donc une seconde place gratuitement comme ça. Bon, et Lomé et Palimé, on a fait le trajet. Voilà quoi. Bon, c'est vrai que le second confrère qui était derrière a riposté et tout ça, mais bon, ça n'a rien donné. On était que de pauvres journalistes qui passaient et puis qu'est-ce qu'on doit dire. Donc voilà, donc à un moment donné, je crois qu'il faut sévir. Il faut véritablement sévir sur ces questions. Surtout Lomé-Palimé, c'est vous partez, bon, avec le chauffeur, vous êtes 3 devant et derrière, ils sont 4. Bon, ça c'est normal quoi. C'est basique. C'est basique. Oui. Bon, c'est la base. C'est 4 derrière. Oui, c'est 4 derrière et 2 passagers devant. En plus de chauffeur, ça fait 7 pour un véhicule donc de 5 places. Maintenant, si bon, entre temps, bon, arrivé, il devait aussi prendre une vieille là qui allait juste peut-être dans le village d'à côté. Bon, il vous supplie, il dit bon, elle va descendre tout à l'heure et puis bon, ceux qui sont derrière à 5 peut encore serrer, à 4 peut serrer, bon, ça fait 5. Bon, si devant aussi, vous n'êtes pas aussi bon, voilà, costaud, voilà quoi, des gens de même silhouette que Chirac par exemple. On peut au moins mettre 3 devant. Donc voilà quoi. Voilà, et puis c'est normal. Il y a les policiers qui sont là et puis bon voilà quoi. Et ils gardent loin, bon, ils enlèvent donc les papiers, ils courent et puis bon, il y a le biais derrière. Bon, et puis il prend quoi, et puis bon voilà, il se salue quoi. Et puis bon, ça continue. C'est pour cela que je dis, si tant que comment il faut faire pour arrêter ça? Parce que oui, il faut on en a marre de compter les morts sur la route. Il faut sévir. Et puis lorsque vous voyez, vous faites même le voyage, Lomé-Palimé, vous regardez à gauche et à droite, vous voyez comme le reste des 5 places et tout ça à côté, et tout ça. Mais ça ne dit rien à personne. Vous savez, lorsque vous faites le trajet à Plaou et puis bon, Ranabot, vous verrez que sur le trajet, là où il y a un drame, c'est-à-dire un accident mortel où c'est véritablement un gros drame, on met une forme de pancarte là et on vous dit 3 personnes sont décédées ici avec le véhicule et tout ça. Vous voyez l'état du véhicule. Ah ouais. C'est pour permettre le message psychologique qu'on envoie. Voilà, pour permettre aux gens de prendre conscience. On vous dit 3 personnes sont mortes ici.
6 personnes sont mortes ici. On vous laisse le véhicule, la carrosserie, ce qui reste donc du véhicule qui a fait l'accident. Tout ça là en photo et tout ça. Mais c'est également un message psychologique. Donc en roulant, vous voyez quand même ces panneaux-là, ça vous dit au moins des choses. Ce matin, le confrère Narcisse l'évoquait, les délinquants de la circulation, de la route là, est-ce qu'il ne faut pas réussir à les caser quelque part? Les chauffeurs. Oui, mais les chauffeurs, les motos... Oui, les chauffeurs. Bon, vous savez, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Ce qu'il faut faire d'abord, comme Gérard l'a dit, c'est d'abord de continuer la sensibilisation. Ce n'est qu'au Togo où c'est à des moments sporadiques qu'on fait la sensibilisation sur la sécurité routière. Je trouve ça extraordinaire. Parce que là, avec les mois que ce qui s'est passé vendredi a créé, vous verrez que dans les semaines à venir, il y aura une sorte de sensibilisation qui va peut-être disparaître avec le temps. Et puis les policiers vont s'équiper. Les gars de DSR vont être un peu rigoureux. Et après, deux semaines, et puis ça va se calmer. Mais quand vous prenez par exemple la route d'Adi-Dogomé qui a été construite, nulle part vous ne verrez un dispositif de sensibilisation sur la sécurité routière. La route Lomé-Palimé, même chose. La route Lomé-Anéro, rien. Sur la nationale numéro 1, rien. Lomé-Tablibo, rien. Il n'y a même pas un seul panneau. Même pas un seul panneau qui vous dit, bon, sécurité routière, voilà, à cause d'accident, voilà, roulez doucement, mais rien. Il n'y a rien. Et c'est quand il y a des drames qui se produisent qu'on pense que, bon, il y a la sécurité routière, il y a ceci, il y a cela. Aujourd'hui, on a constaté dans le parc routier et dans le parc automobile au Togo qu'il y a de moins en moins de véhicules qui présentent des situations techniques bizarres. Oui. Il y en a de moins en moins. C'est vrai qu'il y en a toujours, des camions, tout ça. Mais avant, il y avait trop de camions avec des plans inclinés. Il y avait des camions dont la tête est à gauche, la queue ou le plateau est à droite. mais ces camions circulaient. Mais aujourd'hui, on a de moins en moins de camions comme ça. Parce que même au niveau des sociétés qui font ce business de transport, ou des sociétés minières, par exemple, où ils ont 2000 camions, 2000 transporteurs, mais on leur a dit que l'état des camions aujourd'hui, c'est très important. Parce que vous ne pouvez pas aujourd'hui continuer. Quand vous avez un camion aujourd'hui dans les sociétés minières, le camion doit avoir un certain nombre d'âge. Quand ça dépasse cet âge-là, ce n'est pas autorisé à continuer le business avec eux. Parce que eux aussi, ils ont été rappelés à l'ordre par des autorités en disant que par les services compétents. Mais le problème aujourd'hui, c'est les petites voitures, là, les 15 places. Personne ne les contrôle. Les 15 places qui sont à Balépédo là-bas, là, qui les contrôle? Les 15 places exposées vers Agoé là-bas, qui les contrôle? Comme Gérard a dit, Lomé-Palimé, qui fait le contrôle sur cette route? C'est les syndicats. Oui, heureusement que notre taxi a subi des contrôles journaliers. Voilà. Et donc du coup, il n'y a pas de problème. Quand vous prenez Davy et vous payez le péage, vous traversez le péage, mais à part le péage, c'est les syndicats. Vous payez les syndicats, vous traversez le péage, direction Palimé. Aucun contrôle. Il y a juste des checkpoints de militaires pour voir si vous avez un temps. Il y a aussi la police forestière pour voir si en temps vous avez tué un gibier ou bien vous avez... C'est tout. DSR, c'est par moment. C'est sporadique. C'est sporadique. Vous avez des contrôles routiers de la DSR par moment sur la route Lomé-Palimé. Mais aujourd'hui, avec la construction... Ils sont là. Je dis par moment. Eric, c'est pas tout le temps. Ah ben tous les jours. Non, pas tout le temps. Non, ils sont sur la route de Palimé. Non, sur la route de Palimé, ils sont ambulants, ils n'ont pas de point fixe. Non, c'est pas de point fixe. Ils sont ambulants. Ils sont toujours ambulants. Oui. Vous les verrez s'il y a un EP, après peut-être dans la même journée. Si vous revenez, vous les verrez avant ou après. Et tout mais est-ce qu'ils font le contrôle véritablement? Vous contrôlez quoi? Nous parlons par exemple d'essais de vitesse. De surcharge. Nous parlons de surcharge. Nous parlons de choses réelles. Mais quelqu'un qui est quelque part, qui contrôle quelques papiers. Si vous avez le permis, si l'assurance à jour, et voilà. Mais ça ne garantit pas la vie des autres. Et puis vous connaissez les chauffeurs, ils font toujours les signes là, ils sont là. Dès qu'ils font le doigt comme ça vers le bas, ça veut dire qu'ils sont là devant. Oui, j'en ai encore vu hier. Et donc tout le monde commence à comporter. Ils doivent mettre doigt parce qu'il y avait les gars de la DSR qui sont juste en face de, je crois, l'établissement de la fille du passeur là. Vous vous rappelez, vous connaissez là-bas. Oui. Et puis on avance un peu au niveau de Rognomé et puis l'autre dit comme ça. Ils sont là. Et puis j'ai vu la clientèle, il est passé à côté. non, mais jusqu'à quand on va régler ce problème? Oui, en fait, on en rit un peu, mais c'est douloureux pour les familles. C'est pourquoi je dis il y a d'abord la prise de conscience. Deuxième chose, il faut accentuer la sensibilisation. Moi, en 2020, voilà. 2020, on avait fait une sensibilisation
des conducteurs de taxi-moto doublés de la distribution de casques avec mon association, la Présence Citoyenne. Ouais, mais vous savez, le jour de la sensibilisation, on avait projeté des images avec la DSR, des images d'accidents, des blessés, tout ça. Personne ne regardait. Ils étaient 55, assis. Tout le monde a tourné la tête vers la droite. La violence des images. Mais la DSR a dit, mais c'est ce que vous occasionnez, il faut que vous puissiez regarder les images. Ils ont dit non, que c'est bon, il faut défiler ça. Non, il faut regarder. Il y a un joueur, monsieur, qui a fait une proposition. Si on arrête les chauffards et tout le reste sur les voies, plutôt que de les punir sévèrement, vous les amenez carrément à la traumatologie. Oui, pour qu'ils regardent un peu. Là où il y a les accidentés. Vous les faites asseoir 1 heure dedans. Après, vous les libérez. Même on est même allé proposer. Choc psychologique. On est même allé proposer que sur des routes comme ça, national numéro 1, national numéro 5, Lomé à Néro et tout ça, qu'on puisse mettre des panneaux avec des images choquantes d'accidents. Pas forcément, c'est vrai qu'on n'expose pas le visage. On passera vite fait, ça ne produira pas d'effet. Oh non, si tu as une vitesse de 100 ou 120, quand tu regardes ça, ce panneau-là 2 fois, tu vas ralentir, je te jure. Quand tu regardes ça 2 fois, vous savez, c'est comme quand vous roulez, vous avez devant vous un accident qui se produit. Et la façon dont vous roulez, voilà, vous êtes refroidi. Vous êtes refroidi, vous avez même envie de céder votre place de chauffeur à quelqu'un d'autre. C'est le même effet. C'est-à-dire ça vous refroidit. Mais il faut que l'État, on ne doit pas critiquer tout le temps. Oui, on propose des solutions. Mais les solutions qu'on propose, on ne les tient pas, on ne les prend pas en compte. On attend le prochain drame, on revient faire le débat. On répète encore. Il faut, sur les routes, à défaut des radars, comme Gérard l'a dit, il faut mettre des radars pédagogiques. Limitation de vitesse. Vous avez, avant sur la Akasamla, on avait le radar pédagogique. Ça a disparu. Le feu rouge, plutôt. Non, on avait des radars pédagogiques. Les panneaux, là. Oui. Qui s'affichent en disant, voilà, vous êtes à une vitesse maximale. Ah, non, c'est des panneaux pédagogiques, pas des radars. Ok, bon, moi je croyais que c'était des radars pédagogiques. Oui, c'est des panneaux. Ok. Une signalisation qui indique la vitesse et tout. Oui, ok. Donc, on a ça au Bénin, on a ce type de dispositif au Bénin sur plusieurs routes. À Cotonou, il y a ça sur plusieurs routes. Et je vous dis, pour l'histoire, le Bénin est venu copier ça ici. L'association qui avait fait don de ça, via Sogia Satoma l'État, l'association avait une déclinaison béninoise. Et ils ont fait ça au Bénin. Ils ont mis 2. Et l'État a récupéré, l'État a dit, où est-ce que vous avez commandé ça? Et ils ont passé le marché. Et on a plein maintenant, comme ça, ils sont venus prendre ça ici. Et ils en ont comme ça à Cotonou. Et nous, on a abandonné le projet. Nous, les 2 même qu'on a ont disparu. Et on ne dit rien. C'est regrettable. Bon, d'accord. Messieurs, merci beaucoup. À moins que Gérard n'a plus rien à dire, on va passer à notre sujet. Non, bien sûr que j'ai quelque chose à dire. Juste une remarque. Quand Sylvestre disait qu'il faut laisser des images, les images de ces drames, est-ce que vous êtes sûr que ça aura l'effet escompté? Ou bien c'est plutôt l'effet contraire? Dans certains pays... Je l'ai gardé. Oui, peut-être vous. Dans certains pays, dans beaucoup de pays que nous disons développés, quand il y a un accident, 30 minutes après vous revenez, vous ne voyez plus rien. La carcasse de la voiture, tout est là, on nettoie le sol, il n'y a pas le sang. Voilà. Alors, ça dit que ce traumatisme. Puisque vous en parlez, je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle la voie qui passe derrière la radio Taxi FM ici, qui relie donc, je crois, Pharmacie de la Nation, qui passe devant la Pharmacie Vigueur pour aller au niveau de la Hague. Il y a une voiture de Togo Télécom qui a fait un accident grave hier nuit, parce que ce matin on a vu les stigmatés. C'est toujours là-bas. La voiture est là. Ah oui. Bah oui. Ça veut dire que moi je crois que ça c'est le moyen le plus efficace pour habituer les gens aux accidents. Ça veut dire que c'est une façon de banaliser la violence, de banaliser les accidents. Quand vous avez pris l'habitude, par exemple, de, je sais pas, c'est un exemple un peu bizarre, hein, de couper les doigts à des gens devant un enfant. Mais soyez sûr que quand il aura 10 ans, 12 ans, couper le doigt à quelqu'un, ça ne lui dira rien. Parce qu'il s'est habitué à la violence. Donc ça, c'est des images violentes qu'on expose. Et c'est pas bien. Au contraire, quand les gens vont voir un accident, pour qu'ils soient choqués, il faudra éviter de les exposer aux images de violence, d'accident. Moi, je crois que c'est plutôt ça. Et donc, c'est pour ça que nous disons toujours, je le dis ici, les sociologues, les anthropologues, tout ça là, il faut les prendre en compte. Moi, je suis journaliste, je ne suis pas anthropologue. Mais un anthropologue vous dira exactement quel effet l'exposition d'un Togolais aux violences peut avoir. Lui peut le dire parce que c'est son métier. Mais qu'est-ce que nous faisons des sociologues, des anthropologues, des philosophes? Tout ça là, on dit, mais on n'en a pas besoin, on a besoin d'informaticiens, de techniciens, tout, et on y va.
la conséquence est qu'on forme de grands ingénieurs et tout, en une fraction de seconde, il se fait écraser par une voiture. Et on recommence à en former un autre. Et vous voyez l'état du pays. Mais c'est ça. Alors qu'on peut protéger ces gens-là, chaque fois qu'on forme des têtes bien faites, on les protège et on en fait quelque chose et c'est ça qui va faire le développement. Mais à cette allure, moi je crois que le Togo ne va jamais évoluer. Parlant de sensibilisation, oui. Et l'on parle de panneaux, tout ça là. Moi je ne parle pas de ce genre de sensibilisation. Pour sensibiliser quelqu'un, il faut lui montrer réellement la dangerosité de ce qu'il fait. Quand vous dites à quelqu'un, quand le véhicule est surchargé, c'est pas bon, vous faites un panneau. Ça ne lui dit rien. Mais démontrez-lui comment est-ce que quand le véhicule est surchargé, ça peut causer des accidents. Beaucoup de chauffeurs, quand vous leur dites que quand devant c'est surchargé, ou bien quand le véhicule est surchargé, ça n'arrive pas à freiner à temps. La distance de... Comment dire là, la de sécurité. Quelque chose comme ça. Oui. Quand vous ne lui expliquez pas ça, quand vous ne démontrez pas ce genre de choses, pendant que les gens font l'auto-école, c'est normal que les panneaux là ne vont rien leur dire. Ces panneaux, ça va être de l'argent perdu. Ça va être de l'argent perdu. Mais démontrer aux gens que vraiment, ça c'est pas bien. C'est comme à l'école, on vous parle des microbes. Ça ne vous dit rien. On vous dit lavez-vous les mains avant de vous manger. Ça ne vous dit rien. Mais le jour où on vous montre sous un microscope toutes ces petites bestioles là qui sont sur vos mains, vous allez vous laver 10 fois les mains. Ah oui, ça c'est vrai. Ben, c'est comme ça. Donc quand on parle de sensibilisation, il faut y mettre les moyens. Il faut faire une vraie sensibilisation par ce que nous faisons là pour que certains aient un peu d'argent. Parce que finalement, c'est que les gens s'enrichissent. Oui, mais et puis quel type de sensibilisation aussi. Moi, par exemple, quand on parle de la DSR au Togo, la DSR a quel moyen? Prenez des gens qui ont de la volonté. Ah ben ils ont beaucoup d'argent. Hein. Non, mais Eric, quand vous regardez... Non, je ne parle pas je parle des moyens à leur disposition même pour faire leur travail. Vous avez des gens qui sont sous le soleil, sous la pluie. Avec des motos, qui sont embêtés même pas des usagers. Oui, ça c'est vrai. Mais ils ont quel moyen? Ils font... Mais moi quand je les vois à la fin de la journée, ils ont les moyens. Non, mais non, je parle de l'État. Je parle... Mais quand vous prenez ces services dans d'autres pays, dans d'autres États, mais on regarde comment ça se passe. Mais chez nous, la DSR, quand vous regardez ces messieurs, mais à un moment donné, vous avez pitié d'eux. Oui, si. Mais vous les regardez, ils sont tout le temps là, ils sont sous le soleil et ils sont embêtés. Des fois, il y a des usagers qui les embêtent. Les policiers qui, le soir ou le matin, nous dégagent la voie. Mais dans ces conditions, vous voulez qu'ils fassent quel contrôle? Mais c'est pas. Il faut que l'État renforce aussi les moyens mis à la disposition de ces personnes. Si vous voulez par exemple verbaliser quelqu'un, si vous voulez par exemple le mettre en fourrière, mais il faut davantage de moyens. Vous comprenez? Il faut structurer le service. On va tout le temps à des séminaires, des conférences à l'international. La dernière fois, c'était en Afrique du Sud, en 2023, sur la sécurité routière. Oui. On va faire des partages d'expériences, des échanges d'expériences, mais on ne copie jamais les solutions qui sont bonnes chez les autres. On les copie dans une certaine mesure, mais on voudrait qu'on puisse les appliquer aussi. On veut passer à l'office des transports routiers, tout ça c'est bien. Mais la DSR, le point stratégique, le point névralgique, quels sont les moyens mis à leur disposition pour faire efficacement leur travail? Parce que quand vous regardez même leur siège là-bas, vers Djoulasamé, je parle de Djoulasamé, vers les hameaux, quelque part là-bas, mais quand vous regardez leur siège, quand même, mais la DSR, sécurité routière, mais quand même, mais vous pouvez mettre un bâtiment mouse avec des équipements, mais attends, quand même. Mais aujourd'hui, commence par arrêter d'abord les véhicules bondés. Non, c'est vrai. Non, vous voyez quelqu'un qui voit un véhicule bondé, doublement bondé, il laisse passer, il prend et du sous. Vous voulez qu'on lui donne encore des moyens? Non, Eric, Gérard, je ne parle pas de ça. Il faut nuancer. Pour arrêter le véhicule là, qui doit prendre, au lieu de 15 places, il a pris 22. Il faut quel moyen pour le faire? Il faut quel moyen pour le faire? Tout ça fait partie. Oui, c'est vrai. On est conscient que parfois ils sont embêtés. Et des conditions dans lesquelles les gens se trouvent. Vous comprenez? Tout ça fait partie des moyens, des conditions dans lesquelles les gens se trouvent. Regardez, mais attendez, vous êtes là. Je ne vais pas raisonner de façon truc là. C'est vrai qu'on tous, on est en train de combattre une situation, un phénomène. J'ai parlé tout à l'heure de ça, la corruption sur les routes, parce que les gens glissent des pots de vin, ils passent. Mais les conditions dans lesquelles les gens se trouvent, mais c'est les conséquences que vous avez là. Vous comprenez? Non, si la personne dit non, mais c'est pas lui seul qui va dire. Si vous avez sur 10 personnes, une personne qui dit je ne prends pas, les 9 autres personnes prennent. On va combattre ça quand? Non. Les conditions dans lesquelles les gens se trouvent, ça dépend de... Vous avez par exemple dans les sociétés où quelqu'un qui manipule 10 millions à la fin du mois se retrouve à 200 000 francs comme salaire. Non. Il fait quoi? Il va voler. Oui, mais c'est clair. Mais si vous le mettez à 5 millions et il manipule 10 millions, il va dire bon, ok, il n'y a pas de problème. Bon.
Il regarde, il nuance un peu. Dès que moi je vais sortir de ce studio, je vais aller voler parce que le journaliste il ne gagne rien. Pourtant, non, Gérard. Non, moi je prends vos conseils. Gérard, ce que Gérard dit, c'est un autre débat. Quand il s'agit des journalistes, c'est un autre débat. Je disais l'homme de nuancer. Le débat, il est intéressant. Oui. Mais ce que Gérard dit, je ne le vois pas sous cet angle-là. Et pourquoi? C'est vrai? Non. Quand même. Les gars, on va évoluer. Il y a beaucoup de sujets assez intéressants qu'on va aborder ce matin. Il y a un auditeur qui nous dit, alors, ce matin, j'ai été flashé à 52 km/h. Depuis la semaine passée, le radar est toujours placé à côté du camp Bir. C'est là-bas, non? Le camp Bir, oui. Oui, c'est l'ancien FIR, non? Et le camp Bir, c'est... Comment? Il y a bon, une autre d'accord, très bien. Ok, bon, c'est pas ça l'important. Alors, il continue, il dit, je suis responsable sécurité au boulot. Je n'arrive plus à supporter les motocyclistes qui roulent sans casque en ville. Je suis obligé d'arrêter des fois les gens pour leur demander de porter leur casque. Le samedi, c'est un corps habillé, j'ai interpellé en zone portuaire. Un corps habillé. Hein. Un autre auditeur, oui, bon, il n'a pas continué. Il dit, alors, sur la route de Palimé, c'est pour collecter de l'argent. Le soir, j'avais pris un taxi avec les phares défaillantes. Voilà, un qui est conscient. On était deux devant. J'étais presque assis sur la boîte de vitesse. Ouais. Arrivé à la DSR, le chauffeur a glissé l'argent et puis on est parti. Ouais. Un autre qui nous dit ceci, bon, je vois, c'est au niveau des dockers. Le message est compris. Ça veut dire qu'il y a un vrai problème. Il faut trouver une solution. On ne pourra pas proposer toute la solution ce matin. On va continuer à évoquer un autre sujet. Juste une petite anecdote, juste 2 secondes. Chacun doit préserver sa vie. Moi, je ne prends jamais les émigrants. Voilà, je me débrouille. Je prends les émigrants, je me dis, tiens, ça, si je tombe, ça va être grave, ça. Hein. Et je dis, combien vous me prenez? Il me dit 400. Je dis, bon, d'accord, si vous allez lentement, je vous donne 800. Ben, il fallait voir comment le type a roulé. À un moment donné, sur le tien, il m'a dit, grand frère, néné à nous. Parce qu'il faut sauver sa vie. 400 francs contre des sols à l'hôpital, ben, j'ai choisi. Ben, chacun doit quand même dans ce mélange-là où vraiment il n'y a pas de loi, ben chacun préserve sa vie en attendant. Hein. Bah oui. D'accord, très bien, on a compris. Et ça nous amène tout droit à l'Assemblée nationale. On ne prendra pas taxi moto, mais on sera dans super taxi. La gare se déplace et on va à l'Assemblée nationale pour évoquer. On peut même marcher, c'est plus sûr. Non, rien n'est sûr. Hein. Wow, ouais, des pitons qui se font ramasser. Hein. Oui, c'est vrai. Mais bon, il y a peut-être moins de risques. Gérard confirmera peut-être. Oui, le soir quand il va réécouter l'émission. Ce que je voulais dire, c'est que le vendredi, l'Assemblée nationale s'est dotée d'un bureau maintenant, un vrai bureau, pas un bureau d'âge. Et on a choisi, on l'a élu, puisque c'est 106 personnes qui ont voté pour lui, Adedje, l'actuel ministre de l'urbanisme. Il n'était même pas au pays, il me semble, hein, parce que le vendredi où l'élection se faisait, il devait être au Rwanda, en Kigali. Je ne sais pas comment est-ce qu'il a fait pour déposer sa candidature, mais bon, ça c'est tout en détail. Alors, c'est-à-dire que nous, on a un bureau de l'Assemblée nationale qui est 100% UNIR, et ça se comprend puisque UNIR a 108 sièges sur 113, encore que 2 personnes au niveau de l'opposition ont refusé de siéger. Quel commentaire on peut en faire aujourd'hui, si on ne sait pas vous? Non, UNIR est dans sa logique, nous avons gagné, nous allons tout prendre. Juste ils sont gourmands, mais bon. Voilà quoi, sur 13 postes, UNIR a tout pris, après donc les 13 postes sans rien laisser donc aux 3 donc de l'opposition. Maintenant on verra, il reste donc les commissions parlementaires, on verra s'ils vont également tout prendre. Mais bon, je veux dire que cela va de soi. Bon, ils estiment qu'ils ont gagné. Et donc ils sont à l'Assemblée, donc il y a un bureau de l'Assemblée, donc ils ont tout pris. Maintenant l'opposition, je me demande si l'opposition avait aussi gagné, est-ce qu'il laisserait donc à unir? Je me réserve surtout sur ce fait-là, parce que si UNIR veut ouvrir, en fait, il y a une certaine ouverture pour permettre donc à d'autres de venir, ils vont le faire, puisqu'il n'y a aucune loi dans les dispositions qui demandent à UNIR de tout prendre. Ils peuvent également, du fait donc de
de tout courant aux tendances politiques qui sont là, il peut ouvrir un peu sur ces trois-là, encore que les 5 ne peuvent pas être formés un groupe parlementaire, puisqu'il faut le 1/25e. Donc 2 ont désisté, donc ça veut dire que les 3 députés de l'UNI seront les 3 députés de l'opposition vont rester donc des non-inscrits jusqu'à la fin donc de leur mandature. Maintenant, j'aurais quand même préféré que, pour peut-être paraître un peu ou mieux faire les choses, on pouvait peut-être prendre 1 ou 2 dans le bureau. Mais ils ont décidé de tout prendre. Même quand on est réunis, on gouverne, et quand on gouverne, on prend tout. Je crois que c'est cela. Maintenant, on va voir au niveau des commissions s'ils vont lâcher un peu du lest pour que les autres puissent prendre. Maintenant, sur la personne donc du ministre ADG, voilà quoi, on verra. Puisqu'il n'y a pas grand chose à faire là-bas. Ils vont juste lever la main, baisser. Il n'y a pas grand chose à faire. Alors, parce que les mêmes qui étaient donc au gouvernement se retrouvent aujourd'hui à l'Assemblée nationale. C'est là où demain, ils seront donc ministres. Donc, c'est les mêmes. Il n'a rien à contrôler. C'est là où je voulais qu'on en vienne rapidement. Une analyse quand même de ce bureau-là. Ça fait 6 vice-présidences. C'est quand même le premier. Et puis, il y a, je dirais pas comme certains 4 qui quittent le gouvernement, mais il y a 4 ministres qui vont maintenant siéger visiblement. Non, c'est pas automatique aussi. C'est pas automatique puisqu'il y a aujourd'hui des ministres qui évacuent les affaires courantes qui sont nommés et qui sont élus membres du bureau. Oui. Mais cela ne veut pas dire qu'ils vont siéger. Ils peuvent devenir demain ministre. On a déjà vu avec Classou. Oui, avec Classou et puis avec le ministre Taïrou Bagbiek. Récemment, il était donc Bagbiek. Puisqu'il était premier vice-président dans la législature sortante, mais plus tard, il est devenu ministre. Donc ça veut dire que ceux que nous avons vus, les ministres Kokoroko, tout ça, peuvent... Les Kassa Traoré peuvent demain être encore au gouvernement. Ils vont laisser peut-être la place à d'autres personnes. Alors, vous faites quel commentaire de ce nouveau bureau avec des ministres qui vont au gouvernement? Beaucoup sont quand même interrogés sur le cas Kokoroko. Oui, il y a plein de surprises, parce que la dernière fois, quand la liste est tombée, on s'est dit waouh, ça ce n'est que des surprises. On n'a pas vu venir le président de l'Assemblée nationale. Oui. Personne. On a vu venir personne. Personne même. Je pense que lui-même doit être surpris. Oui, parce que non, mais franchement, parce que quand vous regardez bien l'Assemblée aujourd'hui, la seule personne dont on était sûr qu'elle ne sera pas présidente de l'Assemblée, c'est Memounatou, qui est aujourd'hui président du Parlement de la CEDEAO. Oui. Là, on était sûr. Bon, maintenant, les autres, on se disait, mais bon, on a quand même un ancien Premier ministre, selon Komi Classou, tête de liste AO, qui est là, ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale, et les gens faisaient des pronostics en disant ça peut être lui. On sait quand même qu'on est dans la 5e République. On ne sait pas si le gouvernement sera formé dans les prochaines semaines, les prochains mois. On n'en sait rien. Ou si on va passer directement à l'application de la Constitution. Donc, il y avait quand même beaucoup de gymnastique possible. Mais aujourd'hui, on s'est retrouvé... Enfin, le vendredi soir, on s'est retrouvé avec monsieur ADG comme PA. Tout le monde était surpris. En tout cas, moi, personnellement, j'étais surpris. Et le ministre Kokoroko, qui est 3e vice-président de l'Assemblée, madame Kassa Traoré, qui est première vice-présidente. Et vous avez 4 membres du gouvernement qui sont dans le bureau. Je pense que c'est 4. Oui, 4. Oui. 4 membres du gouvernement qui sont dans le bureau, monsieur ADG, madame Kassa Traoré, Kokoroko et Myriam Dossou. Ça fait 4 ministres. Et on ne sait pas si dans le prochain gouvernement, ils vont être nommés. D'où la question. Suite à la surprise, que fait Faure Gnassingbé? Où est-ce qu'il va? Non, mais en réalité... Qu'est-ce qu'il a envie de faire? Non, mais... On a envie de savoir. On se pose la question. On peut se dire que, voilà, on nomme les 4 au gouvernement. Oui, enfin... mais on peut les nommer au gouvernement, mais pas le président de l'Assemblée. Mais peut-être les autres... Il n'y a aucun test non plus. Pour dire qu'on ne peut pas nommer le président de l'Assemblée. Mais vous voyez quelqu'un, le suppléant de M. ADG le remplacer. Non, pas un suppléant, on peut faire une élection.
Même quand l'autre est parti, le poste est resté, même le poste c'est donc la souhait rester. Oui, mais ça, c'est pourquoi je dis le poste de premier vice-président, mais le poste de PA, c'est stratégique. Hein. Vous ne pouvez pas vous permettre mais la dernière fois, on l'a vu. Mais les autres postes, est-ce qu'on va nommer ces personnalités au gouvernement pour que leurs suppléants deviennent, les remplacent poste pour poste? On ne sait pas. Donc, en réalité, il y a plein de questions encore parce qu'on voit flou. Et la dernière fois, moi, je disais que, vous savez, c'est difficile aujourd'hui de se prononcer sur la politique au Togo. Parce qu'on ne comprend plus rien. On ne comprend plus rien. On ne sait pas ce qui se passe parce que là, franchement, on est dans un embrouillage. Il n'y a qu'une seule personne qui sait là où il va. En fait, en réalité, lui-même le sait aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, tout ce que le Togolais veut aujourd'hui par rapport à la situation du pays, c'est que les choses se fassent dans les normes, qu'il y ait plus de sécurité sociale, qu'il y ait plus d'engagement en matière sanitaire, en matière d'éducation. Vous comprenez? Ce qui se passe au Parlement aujourd'hui, oui, mais il faut que le Parlement contrôle davantage l'action gouvernementale. Et quand on regarde, par exemple, on dit que le bureau ou le PA doit faire juste 3 ans renouvelables. Oui, 3 ans. C'est le règlement intérieur. Oui, mais ça aussi, on n'a pas compris. C'est pourquoi je dis que c'est difficile aujourd'hui de se prononcer sur la politique au Togo. Mais vous avez 6 ans, vous avez un Parlement qui est élu pour 6 ans, on vous dit que le poste de PA, c'est un poste... Non, le bureau. Le bureau plutôt, c'est un poste... Enfin, tous les postes ont un mandat de 3 ans. Mais c'était parti aussi sur 1 an. Hein. Au début, oui, au début. Oui, quand il suivait le règlement intérieur. 3 ans renouvelables, une fois. Peut-être pour pouvoir faire une rotation au niveau de... Mais on ne comprend rien. Franchement, on ne comprend rien. Il faut que les juristes, les constitutionnalistes nous aident. Parce que nous, franchement, on ne comprend rien. On ne sait pas comment les choses se passent. On ne sait pas sur quel levier on tire. Et on est dans un embrouillamini total. Et parce qu'au Parlement aujourd'hui, vous savez, avec tout ce qui se passe, on se dit, mais on commence quand véritablement le travail? Oui, parce que là, il y a le bureau de l'Assemblée nationale qui est déjà en place. Oui. Il va falloir saisir la Cour constitutionnelle. Oui. Eh bien, comme pour se prononcer sur... Voilà, récemment. Oui. Pour savoir si Faure Gnassingbé est le président, ou comment on l'appelait? Président du Conseil des ministres. PCM. Voilà, PCM. Et puis après, il faut aller vite aux élections sénatoriales. Et il faut avoir les gouverneurs. Oui. Et pour déclencher le processus. Pour déclencher le processus. Et quand est-ce qu'on aura le gouvernement alors? Oui, mais c'est ça la question. Parce que bientôt juin, oui. Et on va commencer déjà à faire les papiers pour pouvoir faire le budget 2025. Le budget de l'État, l'exercice 2025. On en a jusqu'en octobre. Oui, bien sûr. Mais à partir de juillet déjà, on commence déjà à regarder les tendances et tout. Donc c'est pour ça qu'au niveau du Parlement, il faut que les travaux puissent commencer. Les commissions, les présidents de commission, mais après il faut le gouvernement qui centralise, qui transmet au Parlement. Il faut que le Parlement contrôle l'action du gouvernement. Et donc tout ça aujourd'hui, c'est pourquoi je dis... On ne voit pas encore clair. Oui, parce que là, on est dans une situation vraiment encore difficile à lire. Toujours la 4e République et puis un peu de la 5e République et on jongle pour aller. Et ça devient un peu compliqué quand on gère tout ça. Gérard Wissam, par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui, est-ce que vous arrivez à comprendre comment ça se passe là? Bon, les démonstrations de mes confrères m'ont permis de me reposer un peu. Je ne les écoutais même pas. Non, pas du tout, parce que tout cela, bon, ça arrive à quoi? Quand un gouvernement est arrivé à faire passer une nouvelle constitution sans que vous n'ayez les tests, ça veut dire que ce gouvernement peut tout. C'est que le budget dont parlait l'homme là, ben on peut même ne pas voter le budget. Tout est permis dans ce pays. Ça veut dire que nous sommes face à un régime... Le budget va être voté quand même. Oui, mais ça va être voté sans que vous n'ayez les chiffres, sans que vous n'ayez aucun test. On dit, bon, c'est voté, vous allez faire quoi? Voilà une constitution que vous avez votée, qui est passée sans que vous n'ayez les tests. Rien ne s'est passé. Bon, on l'a eu après. Ouais, ça ne se fait pas en fait. En fait, c'est illégal, c'est pas bien. Ça ne se fait pas. Moi, je reviens plutôt au principe. C'est-à-dire que quand on a le destin d'un pays en main, quand on gère un pays, c'est pour faire le bonheur du peuple. Par principe, c'est ça. Quand le peuple se cherche un souverain, c'est pour être plus heureux, pour vivre en paix, pour vivre dans la solidarité et tout cela. Est-ce qu'au Togo, on le fait? Je crois que tout cet imbroglio-là, tout ce qu'on fait là, ça amène le fait que nos têtes sont surchauffées en fait. Ça amène le fait que nous sommes malheureux. Vous savez, moi je viens de sortir de bouclage et je me suis dit aujourd'hui je vais me promener à peu près 2 heures dans la ville avant de venir ici. Je suis allé à Agbalépédo.
la gare. Je vois un assez joli bâtiment là-bas, peint en bleu-blanc. Rien n'est encore écrit dessus. Ça veut dire que, voilà UNIR, ça m'a choqué. Mais pourquoi dans une gare routière aussi, il faut que UNIR prenne tout, il faut que ça soit bleu-blanc. On n'a rien écrit dessus, vous ne pouvez pas présumer que c'est UNIR. Je sais, mais quand même... Mais attendez, Gérard. Non, c'est-à-dire que, parlons plutôt de principe et de bon sens. Quand vous avez un enfant et vous le dénommez Hitler, mais quelle est votre intention? À part détruire la vie de cet enfant. Vous faites un garçon, vous le nommez Satan. Mais quelle serait votre intention? Mais voilà. Donc il y a des choses quand même ça vous suggère. Ça vous trouvez ces idées. Mais c'est une réalité. Il faut d'abord qu'on l'appelle Adolphe. Même Adolphe, non, c'est pas possible. Voilà, c'est pas possible. En Allemagne, vous ne pouvez pas prénommer votre enfant Adolphe. En Allemagne? Non, non. On va vous dire, mais vous n'aimez pas cet enfant. Ouais, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Donc, par principe, il faut que nous connaissions certaines choses, quoi. Après, je suis allé où? Je suis allé à Gassier. Oui. Là où c'est brûlé, j'ai vu ce spectacle-là, sincèrement, j'étais un peu triste. Et je me suis amusé à parcourir le marché qui s'est installé comme ça en désordre, dans les ruelles, à pied. Il faut voir quand même la souffrance des gens. Ce matin? Oui, ce matin. Il faut voir quand même comment les rues sont, avec de l'eau un peu partout, comment tout est bosselé, comment les gens se débrouillent pour survivre. Moi, je me dis... il va falloir quand même que UNIR accepte une trêve politique. Que le chef de l'État appelle les opposants. Monsieur Fabre, ben venez. Monsieur Jécré, je ne sais pas quoi. Monsieur, tout ça là. Mais venez, qu'est-ce que nous pouvons faire pour ce pays pour que le Togolais respire un peu? Ça peut se faire. Non, tout à l'heure, c'est ouais. On gagne, on gouverne. Oui, mais justement, c'est de cette logique-là que moi je veux qu'on sorte. Quand on est unis, on est fort. Quand on est fort, on gagne. Quand on gagne, on gouverne. Et quand on gouverne, on prend tout. Quand on gouverne, on prend tout, malheureusement. Bon, je ne les ai pas entendus dire ça quand même. Ce serait quand même exagéré, ce serait peut-être de la provocation. Mais les gens savent, quand ils n'ont pas ajouté, on prend tout, ça veut dire qu'ils sont conscients qu'il faut le partage. Il faut la solidarité dans mais ils ont tout pris à l'Assemblée nationale. Vous avez ce que Marine Le Pen a déclaré hier. Dit, mais si nous gagnons, nous allons constituer un gouvernement d'union nationale. Ils ont beau être de l'extrême droite. Bon, ça c'est une annonce. Hein. Oui, mais dans tous les cas, oui, mais ça veut dire que c'est ça que les êtres humains veulent. C'est ça que les citoyens veulent. Parce qu'aujourd'hui, avec le discours de Marine Le Pen, avec tout ce qui se passe, on suit aussi. Donc, on se verra. Si la personne dit ça, ça veut dire que le bon sens veut dire que c'est ça que ses concitoyens veulent. C'est ça que les êtres humains aiment en général. Vous savez, quand vous gouvernez un pays, et même si c'est 15% de la population qui sont déterminés à vous faire partir, c'est très grave. Et si vous ne partez pas, vous pouvez rester, hein, mais sachez seulement que ces gens-là n'ont pas les moyens de vous faire partir. Le jour où ils auront des moyens pour vous faire partir, même si c'est 10%, vous partirez. Ben vous partirez. Et c'est ça qui arrive dans certains pays où vous voyez des minorités, par exemple en Birmanie, qui prennent les armes. S'ils trouvent les moyens, ils vont vous combattre. Donc l'extrémisme, dans tous les cas, ce n'est jamais bien. Au Togo, moi je crois qu'il est temps quand même de mettre balle à terre et se dire, mais nous sommes quand même l'intelligence, nous, des journalistes, nous sommes quand même quelque part des intellectuels. Et nous pouvons aussi dire la vérité. Mettons balle à terre et disons, mais venez, tout le monde, avec le président fort, avec le gouvernement, avec l'opposition, mais gouvernons ce pays, faisons quelque chose pour ce pays. Mais quand on est unis, on est fort, moi je pense que c'est très basique ça. D'accord. Et il faut aller au-delà de cela. Alors, ce que je dis, c'est un peu scandaleux, je le sais, hein, mais est-ce qu'il faut se taire jusqu'à ce que ce pays soit dans des difficultés avant de dire. Monsieur, il y a un auditeur qui nous dit, et si ces ministres quittaient leur ministère pour laisser place aux jeunes sans boulot, que de cumuler encore 2 postes. Bon, pour l'instant, on n'en est pas là. Honnêtement, on ne sait plus ce qui se passe au sommet de l'État. C'est devenu une pagaille dans laquelle, malheureusement, on trouve des enseignants-chercheurs qui devraient normalement amener les politiques à la raison. Ils jouent simplement avec le Togo. C'est ce que cet auditeur nous envoie comme message. Un autre qui nous dit, de quel constitutionnaliste parlait l'homme? Ceux qui ont le ventre en pourpre. Le Togo est foutu, gare au danger pour le Togo, dit donc cet auditeur-là. Bon, je pense qu'on pourra revenir pour pouvoir faire d'autres analyses sur cette Assemblée nationale, mais on ne sait toujours pas où est-ce que le président va. Oui, lui-même il a dit, vous vous rappelez donc de ce discours-là sur
Cette émission, Cette émission, sur oui, sur New World. Il dit que je suis un guide qui ne fixe pas de cap. Donc, bon, ça veut dire que lui-même, il ne sait pas là où on va. Mais ça m'étonnerait quand même qu'il ne sait pas là où on va. Oui, puisqu'il le dit, que moi, je suis un guide qui ne fixe pas de cap. Mais pourtant, on nous a dit, allons-y. Maintenant, moi, ma question au président, c'est, président, nous allons où? Puisque vous n'avez pas fixé de cap. On ne sait pas où est-ce qu'on va. Donc, monsieur le président, nous allons où? C'est pourquoi tout ce qui se passe au sein de la République, ça ne me surprend pas. Ça ne me surprend pas parce que au Togo, maintenant, c'est le voyage, tout est possible, quoi. C'est-à-dire que rien ne peut nous surprendre. Si un beau matin ou en plein processus électoral, on peut voter une nouvelle constitution, convoquer donc le corps électoral avec une autre constitution et après choisir donc la nouvelle constitution pour faire voter tout ça. Donc, c'est-à-dire, tout est... Et les Ivoiriens, tout est mélangé, quoi. Voilà, les Ivoiriens, tout est mélangé. Et puis bon, voilà, on est là, on patauge. Personne ne peut plus aussi tenir tête donc au premier responsable. C'est lui qui décide de tout, quoi. Voyez-vous donc c'est la faute à qui? Quand on voit des universitaires dire des contre-vérités, ils enseignent quelque chose en classe et disent autre chose. Parce qu'ils sont dans la politique. Moi, je pense que le chef de l'État, c'est ce que je dis. Le chef de l'État, il n'est responsable de rien. Les peuples n'ont que les dirigeants qui méritent. Oui. Quand nous-mêmes, à la base, nous faisons des conneries, comment vous voulez qu'une seule personne, qui n'a que 24 heures dans la journée, comme tout le monde, qui puisse tout régler? Moi, je crois que la responsabilité nous incombe tous. Le Togo est aujourd'hui un peuple quand même... atypique. Oui, oui. Ouais, je ne veux pas dire un mot plus grave. C'est atypique quand même. Ouais, c'est pas bien. C'est mieux comme ça, monsieur. Nous ne sommes pas responsables de nos actes. Les surcharges dont on parlait, tout ce que nous faisons là, est-ce que c'est le chef de l'État qui va le régler? Donc il faut. Moi, je pense que l'élite doit faire quelque chose. D'accord. C'est mon avis. Alors, j'ai écouté un confrère hier qui disait que comme on n'arrive pas à comprendre ce que fait Faure Gnassingbé véritablement, peut-être qu'il a fini par mettre en déroute l'opposition et dans son propre camp, il a mis des gens en déroute. Est-ce que vous comprenez ça, Elon? Non, je n'ai pas compris. C'est-à-dire que l'opposition... Je ne peux pas comprendre, parce que nous sommes mélangés. Tout est mélangé, il ne peut pas comprendre. L'opposition est mise en déroute totalement. Aujourd'hui, on est d'accord là-dessus. Et même dans son propre camp, il y a surprise à voir cette composition de l'Assemblée nationale. Oui, comme je l'ai dit, vous savez, aujourd'hui, c'est difficile de se prononcer sur la situation politique. Même les gens du parti, des cadres du parti, eux-mêmes, ils n'ont pas l'assurance du lendemain. Vous comprenez? C'est le lendemain par rapport à des nominations, des décisions surprises. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs questions. On est dans la 5e Alors, ceux qui sont dans le gouvernement, qui espèrent être reconduits, doivent tenir leur tête aujourd'hui. Oui. Que vous avez battu campagne dure pour le parti, vous n'êtes à l'abri de rien. Oui, mais vous savez, il y a aussi une question. On est dans la 5e République. Les députés actuels sont élus dans la 5e République, les membres de la 5e République. Mais le président de la République et le gouvernement sont toujours dans la 4e République. Oui, c'est ça. En fait, c'est ça, parce que c'est l'ancienne constitution qui continue d'opérer. Même les députés sont élus dans la 4e République. Oui, bien sûr. Oui, bien évidemment. Et bon, maintenant, la 5e République, la Constitution est là. On nous donne un moratoire de 12 mois. Vous comprenez? Oui. Mais on est tous unanimes autour de ce plateau qu'on est dans la 5e République. Oui. Bon, maintenant, il y a un cafouillage. Il y a un vrai cafouillage parce qu'on ne sait pas aujourd'hui quand est-ce qu'on va élire le président du Conseil des ministres. On ne sait pas quand est-ce que le président de la République sera connu. Lui va venir en dernier ressort, hein, parce qu'il va falloir mettre tous les instruments. On va faire le sénatorial, on va mettre tout en place, on va changer le nom des institutions, parce que il faut changer le nom de la Aplusia, il faut changer le nom de la HAC. De la HAC aussi. Et tout ça, c'est un passage obligé, parce que la Constitution le prévoit. Puisqu'aujourd'hui, si nous disons HAC, nous sommes dans la 4e République. Voilà. Pourquoi? Oui, parce que le nom a changé. Le nom de la HAC, le nom de l'institution a changé. Le nom dans la nouvelle Constitution, le nom a changé. D'accord, ok. D'accord, si c'est ça, d'accord. Donc voilà, donc en fait c'est pourquoi je dis c'est trop compliqué aujourd'hui. On se réveille, on se dit finalement bon demain on ne sera pas surpris. Mais finalement il y a beaucoup de choses qui sont restées dans la 4e République. Oui, évidemment. À chaque fois il faut regarder. À chaque fois on revenir dans la 5e. On n'a pas que les décisions relatives au président du Conseil des ministres et puis au président de la République et aux députés. On a aussi les institutions. Donc bon, la Aplusia va changer de nom. Aujourd'hui, ça ne sera plus Aplusia avec la 5e République. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on a du mal à apprécier parce qu'on se réveille
Et la dernière fois, on a dit que bon, les députés allaient se retrouver, mais personne ne savait que au soir de cette plénière, il y a élection. Il y a élection et puis le monsieur ADG va se retrouver, ou le ministre ADG va se retrouver PA. Et les autres membres, le ministre Kokoroko qui est 3e vice-président, mais les gens continuent de se poser la question, mais quel est le problème? Voilà, parce que quoi qu'on dise ces dernières années, c'était l'un des ministres les plus influents du gouvernement. Premier budget, enfin le premier budget sur les 2 dernières années, les 3 dernières années même, j'allais dire depuis Covid. Actuellement même, c'est le ministère des enseignements primaires secondaires qui a le plus gros budget de l'État. Oui, ouais. Et finalement, le met 3e vice-président de l'Assemblée, avec les 3 sièges, j'ai 2 ou 3 sièges à Cloto. Oui, 3 sièges, oui, 3 sur 3. Oui. Oui, c'est pourquoi il est 3e vice-président. Mais c'est pas de la blague, Sylvestre. Mais on s'est posé la question de savoir, mais comment a été fait le casting? Qu'est-ce qui n'a pas marché? On se pose plein de questions. C'est pourquoi je dis que c'est difficile aujourd'hui encore de se prononcer sur la situation politique au Togo parce que c'est encore flou. Où le président Fognesme veut dire je suis le seul patron. Mais de toutes les façons, c'est le patron. C'est que c'est lui. Mais de toutes les façons, c'est le patron. Mais c'est lui le patron. C'est le chef de l'État. C'est à lui. Vous avez lu les 48 lois du pouvoir, non? Oui, mais est-ce qu'il l'applique vraiment? Non, il a dit dans une interview. Personne ne fait ombrage au président, au patron. Oui, mais c'est le patron, mais c'est le président de la République, c'est le chef de l'État. La dernière décision lui revient. C'est lui qui décide en dernier ressort. C'est lui qui donne les orientations. Même si Sylvestre ne veut pas reconnaître que c'est lui qui donne les orientations, c'est lui qui donne les orientations. C'est lui qui donne les orientations. Moi, je ne sais pas lui qui fixe le camp. Moi, je pense que Togo, chacun est roi chez lui. Quand un policier vous arrête, il prend vos papiers. Si vous voulez, il veut vous prendre 2000 francs. Et ça va voir d'autres, il discute avec vous. Mais c'est lui qui est le patron. C'est lui qui est le patron là-bas. Celui qui est à la sûreté. Il vous coupe le courant quand il veut. Il est le patron. Chacun patron là où il est. Moi, je crois que c'est un pays qui est devenu... on ne rend compte à personne. Personne n'a de compte à rendre à personne. Comme le chef de l'État aujourd'hui. Oui, mais c'est évident. Est-ce que vous savez pourquoi vous coupez le courant de temps en temps? Vous ne le savez pas. On ne coupe pas le courant, Eric, hein? Moi j'étais ici lundi passé, le courant était coupé sur le parti. Non, je pensais qu'il parlait de la maison. Si on peut le faire. Eric fait partie des privilégiés. Donc le pays est devenu comme ça, où chacun, vous savez, quand au début on disait que le chef de l'État ne parle pas, que c'est pas bien, que l'enseignant doit parler, tout ça. Les gens, des confrères même, nous ont dit non, c'est le chef, le patron, c'est lui qui parle en dernière position et tout. Vous avez vu l'effet de boule de neige que ça a fait? Après, c'est les ministres qui se sont tués, les DG qui se sont tués. Maintenant, tout le monde à son niveau, tout le monde se tait. Peu importe les problèmes que vous avez, vous les appelez, vous demandez des explications, on vous dit on n'a pas de compte à vous rendre. Donc tout le monde a imité le chef de l'État et finalement, voilà le Togo. Alors justement, pour faire court et donner la parole aux auditeurs, puisque on est en train de rentrer dans leur temps, je veux faire réagir sur... C'est vrai que ce débat, la semaine dernière, a occupé les médias. On n'a pas eu l'occasion de l'évoquer clairement. Le message, le discours du président, enfin, pas le discours, mais le message devant ces jeunes étudiants, ou c'est pas trop, religieux coréens, où le président était en séjour. Et quand il parle de la jeunesse sous-régionale, et par ricochet de la jeunesse togolaise, comment est-ce que vous comprenez ça? Puisque vous avez la parole, on fait un tour comme ça. Oui, Gérard. Bon, moi je considère que c'était... C'est compliqué. En tout cas, je dis ceci, l'homme n'est que le fruit de son éducation. Ça, on le sait. Si vous avez un enfant, vous voulez en faire un assassin, vous allez en faire un assassin. Voilà, l'homme est le fruit de son éducation. Alors, qui est-ce qui a éduqué les jeunes pour qu'ils donnent ces résultats-là? Bon, moi, je dis que c'est le régime, puisque monsieur, le chef de l'État, lui-même, il est là depuis 20 ans. Et le régime, quand je ne parle pas du parti, hein, je parle du régime, le système de gouvernance que nous avons adopté, pratiquement, ça fait déjà une 50aine d'années. Donc, qu'est-ce qui a donné ce résultat-là? Moi, je crois que c'est parce qu'il parle des jeunes qui ne réfléchissent pas forcément. Oui. Avant d'agir. Il n'a pas ajouté forcément. Il n'a pas dit forcément. C'est comme il aurait même pu dire forcément qu'on n'aurait pas l'effet là. Quand vous dites à votre enfant mal élevé, est-ce que ça veut dire? Ça vous regarde en fait. Mal élevé, ça veut dire que vous ne l'avez pas élevé. Donc c'est la même chose. Je ne dis pas que c'est le chef de l'État qui l'a fait, mais la responsabilité nous incombe à nous tous. Si moi je suis journaliste, je viens dans ce studio et je viens dire des mensonges
ça veut dire que je suis en train de tromper des enfants qui ont 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans au lycée. Je les mélange, je leur dis des contre-vérités. Et celui-ci le fait, l'autre aussi le fait, l'autre aussi le fait. Finalement, ça donne une jeunesse qui n'a pas de repères. D'accord, très bien. Et Loma, sur le sujet. Oui, c'est vrai que le sujet a suscité une levée de bouclier en général, oui. Mais moi je nuance un peu. Parce que vous savez, le président de la République s'est prononcé devant un groupe de jeunes, de religieux en plus. Vous savez, le président de AYF, il vient souvent au Togo et quand il a l'occasion, et quand le président de la République est disponible, il le reçoit, conformément à son agenda. Mais aujourd'hui, la dernière fois, il était en Corée. Et il a voulu justement visiter le centre, s'adresser aux jeunes religieux, parler de la jeunesse, surtout dans un contexte de menace terroriste, parce que c'est les jeunes beaucoup plus qui sont enrôlés, qui se sentent touchés, qui sont quand même dans le creux de la vague, comme on le dit. Et il a délivré un message. Et après, bon, c'est vrai qu'on ne comprend pas trop pourquoi c'est parti en vrille, chacun a fait ses interprétations, mais je crois quand même que c'est la droite ligne des choses. Le président, il s'est prononcé en général sur la situation de la jeunesse, du terrorisme, comme il signe une tribune dans Jeune Afrique, parce qu'on le voit signer des tribunes dans Jeune Afrique également, il se prononce sur des sujets d'actualité, le terrorisme, jamais dans la nouvelle politique. tribune, par exemple. Oui, bon, c'est vrai que les médias locaux, la dernière fois c'est Niwa TV, vous savez, c'est en 2022, il a parlé de la veille de l'indépendance. 2023, oui, je crois. 2023, avec la veille de la fête de l'indépendance. Et cette année, on ne l'a pas encore entendu et tout ça sur la situation du pays. Et c'est vrai qu'on attend toujours. Sur les médias locaux, c'est la TVT, ensuite c'est Niwa TV, qui est un groupe privé. Donc on attend de voir, peut-être qu'il va élargir le champ prochainement en associant un journaliste de la radio, un journaliste de la presse écrite, pour une interview pendant au moins 30 ou une heure de temps. Ça, je pense que ça va être beaucoup plus inclusif. Du moment où il a commencé à voir Niwa, ça voudra dire qu'il peut associer un journaliste privé de la radio, un journaliste privé d'un média privé de la presse écrite pour pouvoir faire confronter leur regard sur la situation politique du pays. Donc, je crois que c'est important ce que nous sommes en train de dire. Donc, le président de la République, il va peut-être se prononcer dans les prochaines heures. On ne sait jamais, parce que la dernière fois avec Niwa, c'était une belle surprise. Et on a écouté, on a suivi, ce qui ne s'est jamais produit, et on attend de voir. Alors, sur ce message des jeunes, vous pensez qu'un président ne doit jamais dire ça, Sylvestre? Non, écoutez, il faut replacer aussi cette sortie-là dans son contexte. C'est vrai. Oui, et l'homme l'a dit tout à l'heure. Oui, il parle de terrorisme et consort. Terrorisme et de l'extrémisme violent. Mais c'est le choix des termes. C'est le choix des termes qui ma foi, il a péché un peu à ce niveau-là. Parce que, mais je ne dirais pas que c'est un lapsus, puisque les gestes, il a fait le geste suit. Donc ça veut dire que c'est bien pensé avant donc de le sortir. Vous savez, tous ceux qui ont disait ici, et là je pense au ministre, l'ancien ministre de la communication, le ministre Ayawada, qui disait que la parole du chef de l'État doit être rare. Oui, la parole donc du président doit être rare. Lorsque vous sortez donc de tels discours, moi je me dis que vous ne rendez pas souvent service au chef de l'État, parce qu'un président doit communiquer. Un président doit souvent communiquer, mais le chef de l'État, depuis qu'il est là, il y a 20 ans, est-ce qu'il a une fois reçu ne serait-ce qu'une brochette donc de journalistes locaux pour échanger? Et souvent, lorsque vous voyez que lorsqu'il intervient souvent à l'étranger, souvent ça ne tourne pas bien. Vous vous rappelez donc de ce petit, entre guillemets, de ce petit journaliste, petit en termes donc d'âge, qui lui a dit, je vois pas le rapport et tout ça, ça a fait l'effet. Après, sur Niwa TV aussi, je me dis aussi qu'à ce niveau, la communication n'était pas bien huilée, parce qu'un chef de l'État ne peut pas dire que moi je suis un guide qui ne fixe pas de cap. C'est impossible, parce qu'il est élu pour conduire les Togolais à un niveau donné. Pour conduire les Togolais. Ségolène Royal, c'était son discours. Pas de cap, les Français vont décider. Ségolène Royal avait fait ça comme base de sa campagne. Donc c'est un style. Pourquoi pas? Elle n'a pas été élue. Voilà, regarde sur le cap. Donc il faut, je crois qu'il faut souvent communiquer. Il faut ce genre d'exercice très souvent pour être mieux huilé. Mais voilà. Il y a un auditeur qui nous dit le président a manqué l'occasion de se taire en Corée du Sud. Le président n'a pas bien mûri ses idées avant de les faire sortir. C'est son avis. Et vous qui nous écoutez,
On a quelques minutes rapidement. On vous donne la parole. Hein. Vous nous direz donc ce que vous pensez des sujets qu'on a abordés. Quelle est votre appréciation? Vous nous appelez sur le 92. Voilà, 92 60 81 81. C'est le seul numéro sur lequel vous pouvez nous appeler à la radio. Donc pour nous dire votre avis sur le sujet. Est-ce que le standard est ouvert? Attendez, il faut mettre le standard. 92 60 81 81 pour nous dire donc ce que vous pensez de tout le sujet là, le sujet qu'on a débattu ici en studio. Il y a un auditeur qui nous dit ceci. On peut prendre celui qui est au téléphone. Attendez, il faut que je mette donc mon casque moi aussi rapidement. C'était un peu distrait. Allô? Oui, allô. Bonjour, cher ami. Oui, c'est Pelé. Monsieur Pelé, nous vous écoutons. Bon, ok, je pense que c'est le même discours. Actuellement, l'actualité écoute, c'est ça. Mais ce que je voudrais rappeler à des Togolais, surtout à des journalistes, qui font des chansons, que c'est l'entourage de Fort. Est-ce qu'il y a encore l'entourage de Fort encore? Il a tout éliminé. Regardez encore, Turquie au Pêchois, il n'est pas dans le pays. Mais on l'a mis là-bas. Vous voyez? Donc il n'y a plus question d'entourage de Fort. C'est lui-même qui gouverne tout. Il fait tout. Merci. Donc il faut que le peuple le combatte seul. D'accord. Merci beaucoup, M. Pelé. Merci de nous avoir appelé. 92 60 81 81. On a abordé pas mal de sujets. On a parlé donc des accidents. On a parlé de l'Assemblée nationale. On a parlé du message du président en Corée qui a suscité, on va le dire, presque un lever de bouclier ici. Après, derrière, il y a eu service après-vente pour expliquer en réalité ce que voulait dire le président et situer donc ce message dans un contexte précis. On prend le second auditeur. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, cher ami. Comment allez-vous? Je vais très bien. C'est monsieur? C'est monsieur Michael. Monsieur Michael, nous vous écoutons. Moi, je voulais intervenir par rapport au surcharge dont vous avez parlé. Oui. On doit chercher la cause. Pourquoi les gens acceptent d'être surchargés, sachant qu'ils sont mal assis et autres là? C'est la misère. Les gens n'ont pas de moyens. Le carburant coûte très cher. Entre-temps, ils veulent rentrer, aller au village. Il n'y a même pas boulot au pays. Si les gens ont leur argent, pourquoi ne pas prendre les bus et vouloir ici? Dans les 15 places, pour un trajet de 5 000, vous pouvez dire, pardon, j'ai 3 000, on va vous insérer. Donc c'est la cause même, c'est là où je voudrais que vous mettiez l'accent. C'est la misère, le pays, rien ne va au pays, il n'y a pas l'argent. D'accord. Merci beaucoup pour l'émission. Très bien. Merci beaucoup, M. Michael. Merci de nous avoir appelé. Merci de nous avoir appelé. 92, on prend le dernier. 92, 60 81 81. Allô? Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour, c'est monsieur? Ali. Monsieur Ali, nous vous écoutons. Oui. Tant que vos accidents-là, vos poids de route ne touchent pas le fauteuil présidentiel, vous n'êtes pas à écouter tout ce qui va concerner fauteuil présidentiel. Là, on est prêt à agir en pas minute. Les militaires sont priorisés dans ce pays, plus fauteuil présidentiel. La dernière fois, on disait que de hasard, les militaires ne doivent pas toucher. Donc les autres vont aller là-bas, on va les voler, et c'est pourquoi ils ont autorisé. Maintenant, revenons au bureau de l'Assemblée dont vous parlez. Sincèrement, c'est une manière de dire que c'est l'extrémisme politique que l'UNI est en train de faire au Togo avec l'appui de Fonia Kenge qui arrose l'impunité. Qu'est-ce qui se passe? Le règlement intérieur doit être conforme à tous ceux qui sont présents à l'Assemblée. On nous dit qu'on doit garder toujours 5 députés pour être groupe. Avoir un groupe parlementaire. L'opposition, on tient compte de ceux qui sont présents à la réunion pour faire les règlements intérieurs. L'opposition, c'est toi qui es présent. On a demandé que ça soit réduit aux 3 pour pouvoir un groupe parlementaire. L'UNI extrémiste a refusé. Bon. Et maintenant, la Cour constitutionnelle vient d'en parler ça et nous dit qu'on doit élire le bureau et le bureau est élu. C'est pour vous dire qu'au Togo, c'est un régime de terreur et surtout de violation de droits humains. D'accord, on va pas être aussi dans l'exagération, hein, monsieur Ali. Oui, allô. On va pas être aussi dans l'exagération, hein. Excusez-moi de le dire. Qu'est-ce qu'il y a l'exagération? Je dis, tout ce que je viens de dire, ça respecte quelle loi dans ce pays? C'est une violation complète.
le procureur est là-bas, il n'a pas réagi. Commission nationale des droits de l'homme est là-bas, n'a pas réagi. Maintenant, quand nous on parle, on nous écoute, vous nous parlez de quoi? Mais ceux qui sont fondés dans le pays pour réagir, ne réagissent pas. Pourquoi? D'accord. C'est une complicité contre la population. Et ça, c'est l'assistance de personnes en danger. Et c'est très dangereux pour nous dans tout le pays. D'accord. Peu importe le bord, ce qui va se passer, c'est que tout le monde sera furieux dans le pays. Et ce serait difficile à gouverner. Merci beaucoup, M. Ali. Merci, on a écouté le fond de votre pensée, excusez-moi, mais il est l'heure d'arrêter l'antenne. Merci en tout cas de votre appel. Un auteur qui nous dit, faut-il encore expliquer aux Togolais que dans un véhicule de 5 places, il faut prendre au maximum 5 personnes? Et dites-moi si en Allemagne, un véhicule de 15 places peut prendre 22 passagers. Le problème est aussi bien au niveau de l'autorité qu'au niveau des chauffeurs, disons que cet auditeur. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à vous tous de nous avoir suivis. D'accord, très bien. Oui, bien sûr, rapidement. Allez-y alors. Non, moi sincèrement, je voudrais quand même dire à tous ceux qui nous écoutent, au-delà de ça, aux Togolais, que nous aidions à ce que ce pays soit gouvernable et qu'on garantisse la paix et un peu plus de prospérité. Mobilisons-nous tous en tant que Togolais, ne nous focalisons pas seulement sur le combat, il faut faire partie de celui-ci, il faut faire partie de celui-là, il faut écraser l'autre. Non. Mais d'abord, quelle est la qualité de nos vies? Comment est-ce que nous pouvons améliorer notre qualité de vie? Parce que ça, c'est aussi mourir comme des cons, ça. Seulement mourir dans la logique de combat. On veut écraser, non. Donc dans la logique de combat, on meurt comme un con. On meurt comme un con. D'accord, très bien. Et l'homme, rapidement? Merci. Il faut que moi j'ai senti un peu je sais pas, de passion au niveau des auditeurs tout à l'heure. Il faut que les gens puissent véritablement se calmer également, parce que comme Gérard l'a dit, je l'ai aussi dit dans le courant de l'émission, le développement est très important. Oui. Aujourd'hui, ce que le Togolais veut, c'est que les choses soient bien faites, c'est qu'il y ait plus de sécurité sociale, plus d'assistance, plus d'emploi, par exemple pour les jeunes, et que véritablement nous puissions les uns les autres se serrer les coudes pour le développement de notre pays. Merci beaucoup, Elon Soboué. Merci à vous. Non, écoutez, sur le sujet, moi je sais pas si je suis le seul à faire le constat, mais sur les émissions, surtout les émissions interactives, vous verrez que les Togolais deviennent de plus en plus durs contre l'État. C'est un signe. Bon appétit. Si on trouve à manger, bien entendu. Merci beaucoup, Sylvestre. Ça, c'est pas un message rassurant, ça. Merci beaucoup, Sylvestre Beni. Merci, Mr. Gérard Ruissan. Merci, Elon Soboué. Merci à Francis qui a assuré la mise en onde. Tout à l'heure, dans 10 minutes, le journal parlé sur la radio avec Hugues Vignon à Tigo. Je vous retrouverai à 13h avec Maître Florent Invoquant. On parlera de la spiritualité. Appelez-moi Saint-Irrigator. À tout à l'heure.